que l'on a aussi beaucoup vu aujourd'hui, qui essaie, lui, je pense, de placer le mieux possible des gun cocks. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, il faut essayer d'aborder ces difficultés dans les 4-5 premières positions, ce qui vous permet de reculer un peu et d'espérer de basculer avec les meilleurs, tout simplement. Regardez, on voit Romain Bardet, excellent sur la gauche, en danseuse. Il y a Grégory Rast là aussi, Philippe Gilbert est là, Fabienne Cancellara. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir Peter Sagan et surtout son coup de pédale. Ben, je suis pas sûr qu'ils sont encore là, moi, Peter Sagan. Je le cherche depuis un... Je cherche, c'est pas dire, il est pas très difficile à repérer. Ah si, il y a des casques Cannondale, il y en a un ou deux, il est peut-être là à gauche de la route. Ça, c'est Chris Anker Sorensen qui se bat avec son vélo pour essayer d'accrocher. Alors, mettre des jambières aujourd'hui, je sais pas vraiment quel intérêt, il fait pas non plus. Ouais, il a gardé le survêt, il fait froid en partant ce matin, il a oublié de l'enlever. Je fais un peu d'humour, il y en a quelques-uns. Bon, ne affolez pas, c'est gentil, hein. On a un respect énorme pour ces garçons qui vont faire 272 km. Il y a eu la pluie. Maintenant, c'est parcours qui est là, difficile. Castroviero, Marcus Burkhardt, il y a de la fatigue. Peter Winning, très très bien. Et Nordhog aussi pour la formation de Romain Bardet, excellent. Thibaut Pinot, non, Arthur Vichot, pardon. On se retrouve à l'arrière du groupe. Alors là, ici, c'est trompeur. Attaque de Bardet, il attaque Romain Bardet. Ouais, alors c'est le bon endroit pour attaquer Romain, mais tout à l'heure, c'est peut-être un tour trop tôt. Ne nous refait pas ce que Julien Alaphilippe nous a fait. L'équipe de France Espoir a été extraordinaire autour de son sélectionneur Pierre-Yves Châtelain. Elle a été extraordinaire, mais elle a tout fait très bien, trop tôt. Oui, trop tôt. Scarponi qui réagit. Et c'est un Slovène qui s'est imposé chez les Espoirs, qui avait déjà été champion du monde junior. Mohoric, retenez bien son nom. Hein. Mais les équipes de France ont été bien brillantes tout au long de l'année. On revoit l'attaque de Romain Bardet, juste en haut là de... Alors attention parce que le virage dangereux il est juste après. Hein. Coureur originaire de Brioude pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, c'est Michele Scarponi qui est en train d'essayer de revenir sur Romain Bardet. Mais vous voyez que du côté du peloton, on n'a pas envie de laisser partir. C'est normal, on se rapproche de l'arrivée, on se rapproche du dernier tour. Et c'est un bon résumé de la saison, hein, de cette année 2013 au niveau des victoires, puisque c'est la France qui domine. Les Français ont gagné 123 fois. 123 victoires, on rappelle 4 victoires sur le Tour d'Espagne, dont 2 pour Warren Barguil. L'Italie est à 109, l'Allemagne 92, les Belges 89, pour vous donner quelques exemples. La Grande-Bretagne que 36, tiens, ils sont pas là du tout, il n'y a plus d'anglais. Il n'y a plus de grands bretons dans le peloton, mais c'est pas une surprise, ils n'ont pas beaucoup gagné. Je sais pas ce qu'ils ont. Oui, bon, ils ont gagné le Tour de France. Ils ont gagné de belles courses, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont... Plus la qualité que la quantité. Aujourd'hui, ils sont passés à travers complet, total, dirigé pourtant par Dave Bradford. Ouais, aujourd'hui, ils m'ont fait penser un peu à leur course de Londres, des championnats, des Jeux Olympiques de l'année dernière. Ils ont pris le manche dès le kilomètre zéro. Vous savez, tenir un peloton en respect pendant 272 km, ça fait beaucoup. Et vous parliez évidemment des résultats au classement World Tour. La France pointe en une brillante 6e place. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Oh, puis c'est pas fini. Parce que là, il y a une très belle équipe de France. Hein. Bernard Bourreau nous disait ça a été dur d'en prendre que 9, mais il en reste à la maison. Hein. Les Desmar, Boigny, Cocard, Élissonde, Galopin, qui a gagné la Classica Saint-Sébastien au début du mois d'août. Alexandre Géniès, qui a été fantastique sur les routes du Tour d'Espagne, et c'est Marcos Burkhardt, il me semble. Puis bon, chez les jeunes, c'est brillant, hein. Chez les espoirs, il y a un talent fou, là. Julien Alaphilippe va passer professionnel, il y en a d'autres, hein, comme le petit Goujard, comme le petit Clément Chevrier avec qui on discutait ce matin. Chez les juniors, il y a du talent, puis alors ce sont des gamins, franchement, on les a côtoyés tout au long de la semaine, ils aiment le vélo, ils aiment leur sport. Ils sont admiratifs des aînés, ils respectent le maillot de l'équipe de France, ils sont toujours à l'heure, ils sont polis, ils sont gentils. Et les aînés, pareil, c'est une équipe de France merveilleuse. On a passé une semaine avec eux, parce qu'on a la chance de partager le même hôtel. Et franchement, c'est là que vous les voyez le mieux, et que ce soit les filles comme les garçons. Ah, c'est vraiment... Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'en revanche, ils sont pas épais. Hein. On aimerait bien comme eux. Oui, c'est même pas ça. Non, mais ils sont pas épais. La petite Séverine Hérault qui est championne du monde du contre-la-montre, mais elle est toute fine, elle est toute belote. Marquez, ça doit encourager voilà, les jeunes garçons, les jeunes filles à faire du vélo. Il n'y a pas besoin d'être énorme, d'être musclé et tout. Elle a une super position sur le vélo et un super caractère. Reste maintenant à concrétiser. Ouais, faire 5 heures de vélo par jour, ça vous affûte un bonhomme. Mais... Voilà, c'est dirigé ici par Julien Guiborel, entraîneur de l'équipe de France féminine junior.
C'est un beau staff aussi hein, autour de l'équipe de France. Hein. J'ai l'impression que Romain Bardet a tenté de repartir. Il va falloir voir. Il me semble que c'est Romain Bardet qui est en tête de peloton. Il a essayé de refausser compagnie au peloton. Mais il est devant. Ouais. Il est devant, Romain Bardet. Le symbole de cette équipe de France, de cette France qui gagne. Et là, c'est pas du chauvinisme, mesdames et messieurs. C'est une réalité. Les chiffres le prouvent. Et cette équipe de France, elle a de l'ambition. Et Romain Bardet, dès jeudi, il le disait. Lui aussi, il vient ici, il honore une première sélection. Il est heureux, il le disait. Vous l'avez peut-être entendu hier soir dans Tout le Sport sur France 3 à 20h. Il y a Tout le Sport ce soir à 20h aussi, hein, présenté par Aaron Tanzi. Eh bien, il le disait. On est sans complexe, on est heureux, c'est précoce, mais on ne vient pas que pour apprendre. On est sans complexe et on a de l'ambition. La preuve, il le confirme. On l'écoute. On espère tous faire un beau championnat du monde et que ce soit, qu'ils soient en tout cas porteurs d'avenir et qu'ils nous servent de référence pour construire pour la suite. Vous estimerez faire un beau championnat du monde en fonction de quoi? De peser sur la course, d'être acteur à un moment donné, vraiment de produire de la course et des attaques, du mouvement et puis voilà, tenter des choses. Et pendant que Romain Bardet nous expliquait qu'il est un garçon sans complexe et que le peloton rentre dans Florence, on l'a retrouvé, on en a profité, il est bien là, il est là, regardez, attention, hop, il passe dans le virage, Peter Sagan. Oui, relativement discret depuis le début, et c'est vrai qu'on va arriver tout doucement dans ce dernier tour. Regardez, on temporise un peu, Marcos Burgard se regarde. Castroviejo à côté, oui. Et hop, ça part à gauche avec un Croate. Pas vu le maillot, hein. De loin, c'est vu d'hélicoptère, c'est plus facile. Les Italiens répondent tout de suite. C'est Giovanni Visconti en deuxième. Rigoberto Urán. Et alors tout ça, ça veut simplement nous dire qu'il y a, je pense... Et Visconti, il a retrouvé des jambes. Il a eu un moment difficile. Mais ce scénario, ce qu'on voit actuellement à l'écran, ça nous prouve qu'il n'y a plus une équipe capable de cadenasser la course. Et donc ça peut partir à tout moment. On peut assister à des tentatives. La logique voudrait que l'équipe d'Espagne, que l'équipe de Belgique ou d'Italie essaie de mettre un tempo relativement élevé pour éviter justement toutes ces attaques. Eh bien, plus une seule équipe n'est capable de le faire. C'est bien André Grifko qui est là. Rigoberto Urán dans sa roue. Et voilà donc la cloche qui approche puisqu'on est sur la fin du circuit. Le peloton est dans le cœur de Florence. Hein. Oui, des tentatives isolées. Alors c'est un peu prématuré. Attention à attaquer à ce moment de la course, c'est dangereux parce que les coureurs vont devoir se présenter dans la dernière ascension de Fiesole et il faut garder de l'énergie. C'est peut-être de l'énergie dépensée à rien. Et c'est probablement des coureurs qui sont au bout du rouleau qui essaient de partir à ce moment-là pour pourquoi pas tenter quelque chose. Ils savent qu'ils vont se faire décramponner si on monte vite. Mesdames et messieurs, alors d'abord, mes excuses pour ceux qui attendaient. C'est la cloche, c'est le dernier tour. Il reste 16 km. 570 dans ce championnat du monde. Les hommes de tête ont déjà 7 heures assis sur la selle, 7 heures de vélo. Et on ne connaît pas encore, en tout cas ils sont plus de 50 capables encore d'être champions du monde, dont 2 Français, Romain Bardet et Arthur Vichot. Oui, alors mes excuses d'abord parce qu'à 17h vous attendiez bien sûr votre nouvelle émission, les chansons d'abord. Le direct, les coureurs, la pluie, le parcours difficile. Le championnat du monde a pris un peu de retard, mais vous imaginez bien, on ne peut pas s'arrêter à 16 km de l'arrivée. Donc vraiment désolé pour ceux qui attendaient les chansons d'abord. Vous aurez de la musique juste après ce championnat du monde avec un documentaire formidable consacré à Edith Piaf. Peloton de combien? 45? 42. 42. 42 coureurs. On avait 3 en trop. Voilà, et Anthony Roux qui est passé. Attention, les Espagnols ont pris à la tête du peloton. Ça va se jouer maintenant, évidemment. Anthony Roux à 13 secondes. Il y a une petite cassure, hein. Il était dans le groupe, c'était le dernier. Et c'est Castroviejo qui va rouler. Regardez Arthur Vichot, dernière position du peloton. Et Peter Sagan bien au milieu dans les 20 premières positions.
C'est Stéphane Denifol, l'Autrichien, qui vient de crever. Alors ça va être dur pour lui de rentrer, hein. Vous voyez qu'on est en train d'embrayer à l'avant. Enfin, mine de rien, ça fait quand même 250 km pour pas grand chose ou presque. Alors on a vu du spectacle, on a vu les coureurs français, mais bon, les favoris sont toujours là, hein. Sagan est là, à droite là, avec Romain Bardet dans sa roue. Tiens, Romain, il a pris la roue de Peter Sagan. Arthur Vichot en dernière position, avec Anthony Roux qui vient de revenir. Encore 3 Français dans un groupe de 43. Les grands favoris sont là. Rodriguez est là, Valverde est là, Philippe Gilbert, le champion du monde en titre, est là, Fabian Cancellara est là, Peter Sagan est là, et les Français sont encore là. Oui, et c'est les Espagnols, hein, que l'on n'a pas beaucoup vus, qui prennent la direction des opérations, probablement au bon moment. En tenir 15 km, c'est possible. Et ça nous laisse évidemment présager une attaque d'un Joaquim Rodriguez ou pourquoi pas d'un Valverde, puisqu'à ce stade de la course, il faut absolument se débarrasser d'un Sagan ou d'un Cancellara. C'est une nécessité. Et le Dani Moreno? Pourquoi pas, il a gagné la flèche, voilà. Justement, moi je me méfie parce qu'on attend toujours Rodriguez. Rodriguez il va en mettre une, Valverde va pas être loin, et Dani Moreno, lui, il est capable dans le dernier Édard, hein. Là il a vraiment les jambes, c'est vraiment le profil type pour lui, pour Rodriguez aussi, mais c'est vraiment le parcours type pour qu'il attaque. Et lui en revanche, je suis un peu plus perplexe pour Rodriguez, même s'il a fait autour de Lombardie. Lui, les 5 derniers kilomètres avec la descente et les 3 kilomètres de plat, il est capable de les faire, le Dani Moreno. Il l'a montré au Tour d'Espagne quand il a gagné sur la Vuelta, il tape sur la Vuelta. C'était un peu comme ça, il était parti, puis il avait résisté à tout le monde. Oui. Il est capable de le faire. Il peut le tenir, et c'est l'équipe d'Italie maintenant. Giovanni Visconti qui vient donner qui vient jeter ses dernières forces pour augmenter encore l'allure avec Michele Scarponi dans sa roue. Bon, Fabian Cancellara, il avait un objectif, il a été un petit peu en dedans dans le contre-la-montre. Il termine 3e, hein, d'un contre-la-montre dominé par Tony Martin, triple champion du monde du contre-la-montre. Oui. Je pense que pour Fabian Cancellara... Et qui a terminé 2e? Bradley Wiggins. Le grand retour de Bradley Wiggins, qui venait de gagner le Tour de Grande-Bretagne. On l'a vu aujourd'hui, on l'a aperçu. Ça n'a pas duré longtemps. Pourtant, c'est un temps à mettre un Bradley Wiggins dehors. Philippe Gilbert un peu isolé. Vous voyez, il est seul. Il est dans la roue de Marcos Burghardt. On a dans sa roue Alejandro Valverde. Vous voyez, Valverde marque. Simon Clark pour l'Australie. Moreno, il est là, hein. Et les Italiens, on les avait pas vus depuis un petit moment devant. Ils ont laissé beaucoup travailler les Belges. Ils sont de retour. Et Visconti se sacrifie. Alors il doit se sacrifier probablement pour Nibali ou pourquoi pas pour Pozzato. Tiens, voilà Chris Anker Sorensen avec Fuglsang dans sa roue. C'est fini pour Visconti. Il a fait son travail. C'est un peu normal, non? C'est logique. Il a une grosse saison à Visconti, hein. 11 728 km pour 77 jours de course en 29 épreuves. Et 2 victoires. Bon rendement. Sur le Tour d'Italie. Allez, le champion du monde est là. Le champion du monde 2013 est là. Philippe Gilbert, candidat à sa propre succession. Fabian Cancellara en rêve. Les Espagnols sont en place. Et les Français sont toujours là. Anthony Roux, étonnant, surprenant, formidable Anthony Roux, qui a fait la Vuelta, qui a répondu à l'appel de Bernard Bourreau alors qu'il disait volontiers « J'ai un petit bébé d'1 an ». Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais bon, l'équipe de France, ça ne se refuse pas. Arthur Vichot, le champion de France, l'homme des courses d'un jour, l'homme qui n'a peur de rien et qui va si vite, capable de tout aujourd'hui et qui court très intelligemment, Arthur. Il est resté en queue de peloton, pas trop loin quand même. Et puis bien sûr, Romain Bardet, on l'a déjà vu une fois, alors pourquoi pas 2, pourquoi pas 3 ? Chris Anker Sorensen, Fuglsang, Peter Sagan est là, hein. Oui, Scarponi, Inglinski en 4e position. Attention, il a remporté Liège-Bastogne-Liège. C'est aussi un circuit qui pourrait lui convenir. Et là, l'allure est élevée. Vous voyez que le groupe, enfin ce qui reste de groupe est en file indienne. Peter Sagan très vigilant. Repéré facilement avec son casque vert. De son équipe Cannondale. Voilà, il n'a plus beaucoup d'équipiers, mais il fait encore une très forte impression. Ce qu'il a montré à Montréal, hein, il peut le faire ici. Hein. Sacré numéro. Grand Prix de Québec, Grand Prix de Montréal avec un formidable plateau. 2 très belles épreuves. Regardez comment c'est allongé. Ça monte, hein, je vous rappelle que ça monte. Hein. Oui, alors, où sont-ils?
Où sont-ils? Romain Bardet est là, ouais, ils sont là. Oh, ouais, pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. De toute façon, l'allure est beaucoup trop élevée. Ça sert à rien de remonter quand ça roule si vite. On laisse beaucoup trop d'énergie. Il faut attendre. Par contre, au pied de la dernière difficulté, le radar dont vous parlez, il faut dans les 10. Absolument. Ah oui. C'est une nécessité. Est-ce qu'il y a un kamikaze là en tête de peloton pour la descente? Là, la route a séché, hein, donc il y a moyen de faire une descente de fou. Hein. Nibali peut-être? Rui Costa aussi est présent. Vous voyez, Costa est dans la roue de Sagan. Dans la roue d'Iglinski. Oui, on a Scarponi en 3e position. Il sacrifie, hein, il sacrifie. Hein. La carte c'est Nibali, hein, c'est clair. Hein. Valverde dans la roue de Philippe Gilbert. On a Peter Winning qui est présent pour la Hollande. Il y avait 3 Danois au départ, hein. Il y en a encore 2 devant. Hein. Et le gros travail de Chris Anker Sørensen pour donc Jakob Fuglsang. C'est Michele Scarponi qui passe à l'attaque. L'Italien Michele Scarponi d'équipe Lampre Merida est en train d'accélérer. Et il accélère dans la partie la plus difficile de cette côte. A du mal à y aller. Hein. Jakob Fuglsang, regardez, il est limite, il ne peut pas suivre Michele Scarponi qui a encore gardé un gilet. Vous voyez, on ne voit pas son dossard à Michele Scarponi. Qui se rassoit, Rigoberto Urán. Rui Costa ici, le portugais. Urán qui attend maintenant son coéquipier Sergio Henao qui ça part à droite là-bas avec Joaquim Rodriguez à droite de la route, le coureur espagnol qui se lance à la poursuite de Michele Scarponi. Oui, facile Rodriguez, facile. Regardez, il accélère l'allure. Henao répond, Rui Costa, le portugais, ne peut pas. En tête, Scarponi qui est rejoint par Joaquim Rodriguez. C'est trop tôt, c'est pas là qu'il voulait. Je pense que là on est en train de jouer la carte Moreno-Valverde du côté des Espagnols. Parce que là, il est venu pour contrer Scarponi, même s'il continue à accélérer. Mais lui, ce qu'il aime, c'est un vrai petit grimpeur, Joaquim Rodriguez. C'est plutôt la côte d'après. Alors, il en aura peut-être encore sous la pédale pour accélérer, pour attaquer. Il faut rattaquer après. Là, pour l'instant, on est dans la défense. Oui, ça n'est pas vraiment une cote qui convient parfaitement aux qualités de Joaquim Rodriguez. Mais c'est en train de bouger. Hein. C'est en train de bouger et ça fait mal. Je crois que c'est Nibali qui est là. Mais sous les arbres, je vois rien. Excusez-moi, mais là... Non, on va assister à un regroupement. C'est Nibali qui est là. C'est Nibali qui est venu dans la roue de Scarponi. C'est Rodriguez qui continue. C'est bien Vincenzo Nibali qui est là. Oui, en 3e position. Et il va demander à Scarponi. Et Valverde qui revient aussi. Alejandro Valverde qui revient. Romain Bardet toujours là-bas, faut revenir maintenant Romain, si t'en as les moyens gamin c'est maintenant, hein, parce que là le championnat du monde n'est pas en train de se jouer, mais presque, c'est pas le moment clé, mais c'est un des moments les plus importants puisqu'on est dans le dernier tour bien sûr de ce championnat du monde où Florence, la belle ville de Florence, la très belle ville de Florence a retrouvé le soleil. C'est dur pour Pozzato, vous voyez, Pozzato a un peu de mal. Ça c'est pas une surprise, c'est dur pour Edvald Boasson-Hagen. C'est en train de se morceler et j'ai l'impression que les 6 coureurs qui sont en tête sont en train de se dégager. 8, ils sont 8 devant avec notamment le grand favori Vincenzo Nibali. Je ne vois pas, ça c'est la surprise, je ne vois pas Fabian Cancellara, je ne vois pas Peter Sagan. Accélération de Scarponi qui s'est retourné, il a vu le trou et il ouvre Nibali, oui. Il y va Vincenzo Nibali. Et Rodriguez aussi. Oh, quelle puissance dégagée par le vainqueur du Giro cette année. On rappelle qu'il est tombé, qu'il est rentré dans les voitures. Ça, c'est moins bien. Mais bon. Mais c'est peut-être un peu prématuré. Vous voyez, il est en train de mettre un petit coup de massue, mais il n'arrive pas à assommer ses adversaires. Pas de Cancellara. Rui Costa est lâché, un petit peu, enfin en tout cas il lâche prise. Pas de Philippe Gilbert non plus. 2 des grands favoris, Nibali, Rodriguez en tête, alors qu'on est en haut maintenant de cette avant-dernière difficulté, de cette longue côte de 4 km sur ce parcours qui va revenir maintenant vers Florence pour le sacre d'un champion du monde. Alors l'explication, je pense, est simple. On ne veut pas attendre la dernière difficulté puisqu'on a peur que Peter Sagan puisse rentrer. Donc on veut essayer de l'attaquer le plus loin possible et essayer de faire de la même chose avec Fabian Cancellara. Et c'est la raison pour laquelle du côté de Vincenzo Nibali, on a demandé à Scarponi de durcir la course. Rodriguez, accélération de Joaquim Rodriguez. C'est les 2 hommes les plus forts hein, pour l'instant. Nibali regardez. Qui s'accroche et personne ne peut les suivre. Voilà 2 des grands favoris qui sont là en tête. Nibali, il est chez lui, même s'il est originaire de Palerme, le requin de Messine, eh bien il est là dans la roue de Joaquim Rodriguez. Vous imaginez les tifosi, vous imaginez l'ambiance. Ils ont patienté depuis ce matin, ils sont là.
Ils ont fermé ou presque tous les parapluies, enlevé les cirés. L'ovation alors qu'on est en haut de la côte maintenant. On va tourner à gauche et attention parce que entre Rodriguez et Nibali dans la descente, le plus fort c'est l'Italien et de loin. C'est pas sa spécialité à Joaquim Rodriguez. Et Nibali ne peut pas se permettre d'emmener Rodriguez dans le dernier petit radar parce que là Rodriguez il va l'attaquer, il risque de le déposer. Et donc Nibali va peut-être attaquer Rodriguez dans la descente. Valverde est là, Scarponi, Norog aussi, Simon Clark, ça m'étonne pas. Philippe Gilbert, juste là, il y a 24 secondes de retard pour le champion du monde en titre. Moreno aussi, Geschke. Malheureusement, les coureurs français n'ont pas pu s'accrocher. Rodriguez, Nibali, c'est le seul virage difficile après. Nibali peut attaquer Rodriguez. Rui Costa en train de revenir. Valverde est là. Monsieur Podium sur les championnats du monde. Troisième l'an dernier, 2 fois deuxième d'un championnat du monde. Mais jamais vainqueur, Alejandro Valverde. On annonce Rigoberto Urán à 5 secondes avec Rui Faria da Costa. On va assister à un regroupement, a priori. On va retrouver ces 6-7 hommes. Regardez, Nibali ne se pose pas de questions. Il relaie immédiatement Joaquim Rodriguez. S'il pouvait l'attaquer, il attaquerait. Hein, parce que après avoir 2 Espagnols, attention, plus Urán, plus Rui Costa, ça va être un final extraordinaire. Un petit regret. Les Français n'ont pas pu s'accrocher. Vichot est pas loin. Il n'y a pas des gros écarts. Il est où Arthur? Arthur Vichot, il est à 30 secondes. Arthur, il est à 30 secondes. Ça pourrait peut-être revenir. Il faudra prendre des risques dans la descente. Arthur, pourquoi pas? C'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier français. L'équipe de France aura fait un beau championnat du monde. Malheureusement, s'il n'y a pas de podium, eh bien voilà, ça rentre pas dans l'histoire et le sélectionneur Bernard Bourreau sera déçu, et nous aussi, et vous aussi. J'ai l'impression qu'il va... Ah, chute Urán. Urán a chuté. Chute Rigoberto Urán, là, dans ce virage à droite. Plus de peur que de mal. Ouais, mais de toute façon, c'est fini. Attention, c'est sans doute fini pour le Colombien, ouais. Chute de Rigoberto Urán, ils ne sont plus que 4 à l'avant et 2 Espagnols, un Italien et un Portugais. Et trajectoire trop large, malheureusement il ne peut rien faire. Le vice-champion olympique, l'homme des courses d'un jour, le Colombien sur un terrain à son avantage. Malheureusement, c'est dans ce qu'il aime le moins la descente. Futur leader sur les courses à étapes de l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Et bien Rigoberto Urán, le Colombien, est tombé, a perdu tout espoir. Et Rodriguez descend mieux que Vincenzo Nibali. Ça, c'est une surprise. Oui. C'est une surprise, ça veut dire qu'il a des jambes de folie, ça veut dire qu'il est dans un très grand jour, Joaquim Rodriguez. Tout simplement, Vincenzo Nibali a été victime d'une chute. Et vous savez, quand vous êtes victime d'une chute, vous êtes un peu plus prudent. Et regardez, c'est surprenant parce que Vincenzo Nibali est capable de descendre très rapidement. Et là, je le sens quand même un peu sur la réserve. Là, vous avez donné l'explication. La relance de Vincenzo Nibali, tout un peuple derrière lui. Oui. Alejandro Valverde qui demande à... Il va pas travailler, Valverde. Est-ce que Rui Faria da Costa va travailler? Non plus. Un Portugais, c'est presque espagnol. Ah bah attendez, Nibali, il sème aussi ce qu'il a récolté. Hein. Vu comment il est rentré, personne n'a été dupe. C'est peut-être à ce moment précis que la course est en train de se jouer. Il faut réagir immédiatement pour Nibali, au risque d'avoir un compte de Valverde, malheureusement. Rodriguez, il nous fait le coup de l'an dernier sur le Tour de Lombardie. Oui, exactement. Et de toute façon, la dernière difficulté n'est pas pour lui déplaire. Ah, Nibali tiré par les Espagnols. Bon, il est pas loin, c'est pas loin, mais bon, il va arriver dans la petite bosse. Là, c'est seulement un petit peu de replat. Et encore, ça monte un peu. Hein. Là, il va y avoir un petit peu de replat le long de la voie ferrée. Virage à gauche, puis le virage à angle droit avant le radar où là, il va être sur son terrain. C'est ce qu'il adore, c'est ce qu'il aime. J'imaginais même qu'il aurait attaqué Vincenzo Nibali à cet endroit-là. Maintenant, il est très bien descendu, Rodriguez. Ça veut dire qu'il est très lucide. Après 7 heures de selle, il est encore complètement lucide, complètement presque frais. Et derrière, c'est l'enterrement de première classe. Regardez l'écart qui grandit maintenant. Oui, et pour l'instant, évidemment, l'Espagne que l'on n'a pas beaucoup vue est en position de force avec Joaquim Rodriguez qui ouvre la route et Alejandro Valverde en position d'attente. Si jamais Vincenzo Nibali venait à faire rentrer ce groupe de 3 coureurs en contre, il est fort à parier que Valverde place un contre. Et regardez, on temporise. C'est en train de basculer. C'est en train de basculer à l'avantage de Joaquim Rodriguez. C'est presque fini. Regardez Rodriguez, parce que là, il va arriver juste après. Là, le virage est à droite, au bout là-bas. Il va arriver sur son terrain de prédilection. Il va tout donner, il va être à l'aise. La dernière victoire espagnole, c'était Oscar Freire. Et c'était sur un circuit tracé en Italie. À Vérone, c'était en 2004.
Et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est dans la descente que Joaquim Rodriguez s'est défait de Vincenzo Nibali. C'est surprenant. Et Rui Faria da Costa vient prêter main forte maintenant à Nibali. Il est peut-être déjà trop tard. Ah, le Portugais, ce qui l'intéresse, c'est une place sur le podium. Alors lui, il a signé à la lampe près, hein, exactement. Costa. Ça, c'était une des sensations des transferts de cet hiver. Il va venir en Italie. Voilà, ce virage à droite et la dernière difficulté terrible qui va se dresser à Joaquim Rodriguez, qui possède 11 secondes d'avance sur les 3 poursuivants. Et là, ça va se jouer évidemment à la pédale. Avec ce qui reste d'énergie. Près de 270 km dans les jambes. Alors l'ami Francis Maroto m'envoie un clin d'œil en me disant: Thierry, comment ça, Portugais presse espagnol, t'es ouf. En vélo, il y a des alliances de circonstances, mon cher Francis, qui comme vous doit se passionner pour ce championnat du monde, comme quoi avec un beau parcours, même si les conditions étaient parfois terribles, et bien avec un beau parcours. D'abord on a un beau champion du monde, c'est pas encore fait, on a surtout un très beau championnat du monde. Et Nibali qui essaie quand même d'accélérer, regardez, il n'y a pas beaucoup, hein. Nibali va faire 4. Nibali à ce petit jeu-là, il risque de faire 4. Vous imaginez la déception du peuple italien. Regardez, si Valverde ne va pas contrer pour essayer de rentrer justement sur Joaquim Rodriguez, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Si Valverde sent que Rui Faria da Costa et Nibali sont limites, il peut essayer de sortir. Nibali, il est juste, il est peut-être un peu limite, le Portugais. Le Portugais limite. Allez, il donne tout. Visconti aura quand même été héroïque hein, là, dans ce final, dans ce dernier tour. Il en a tant rêvé de ce titre de champion du monde. C'est un peu aussi pour ça qu'il avait fait la passe sur le Tour de France. Lui qui a gagné son Giro, qui a archi dominé son Tour d'Italie. Il avait fait la passe sur le Tour de France parce qu'il voulait être sacré champion du monde chez lui en Italie. Ici, sur ce circuit de Florence, qui en plus lui convenait parfaitement. Il n'y a pas grand-chose, Cyril. 5-6 secondes. Et Nibali qui ne baisse pas les bras. Il a compris de toute façon qu'il ne pouvait plus compter. Alors ça, c'est quand même le monde à l'envers parce que c'est sur son terrain de prédilection qu'il coince. Il a fait la différence dans la descente et il est en train de coincer. Il est en train de revenir, Nibali. 4 secondes. Ouh là là. Et Rui Costa est capable de tirer les marrons du feu, oui. Parce que maintenant, ça va être une affaire de rouleur. Et là, c'est pas forcément... bon... Ce sont des garçons qui savent... Bon, il y a quand même 268 km de course. Hein. Oui. Et sur cette portion, avantage Nibali. Regardez, Nibali, les mains sur les poignées de frein, tout en puissance. Ça fait quand même le jeu de Valverde. Il est bien dans la route, tranquille. Et Joaquim Rodriguez, sur une portion comme celle-là, dégage moins de puissance. Ah, les Espagnols en force. Mais bizarrement, il a perdu un petit peu de temps dans cette dernière ascension. Peut-être pas aussi frais qu'on pouvait l'imaginer. En tout cas, ce qu'on avait ressenti dans la descente. Et là, le frêle Joaquim Rodriguez, face à des spécialistes du contre-la-montre comme Nibali, comme Valverde ou comme Rui Costa, il pèse pas lourd. Et je crois tout simplement, Thierry, que Nibali a compris qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Au début, il a été un petit peu sur la réserve. Il s'est dit, je ne peux pas compter sur Valverde et Rui Costa ne va pas m'aider. Donc il faut que j'y aille. Au moins, il n'aura rien à se reprocher. Et la sensation, c'est qu'il n'y a pas que Peter Sagan, il n'y a pas que Fabian Cancellara pour le titre de champion du monde. Ils sont 4 pour 3 places sur un podium pour un seul maillot arc-en-ciel. Joaquim Rodriguez se retourne et vient de comprendre que le requin de Messine avait fait l'effort là où on ne l'attendait pas forcément, en tout cas avait retrouvé un 3e, un 4e souffle pour revenir. C'est fait, jonction, 4 hommes en tête, 4 hommes pour un titre de champion du monde. Oui, alors ces hommes possédaient 34 secondes d'avance sur un groupe avec Simon Klaas, Nordox, Philippe Gilbert était pointé à 38 secondes. Et en ce qui concerne nos Français, Arthur Vichot était pointé en 13e position à 58 secondes. Attention, si on se regarde parmi ces 4 hommes, Valverde va attaquer. Attaque Alejandro Valverde. Et pourtant, lui, il pouvait se permettre d'attendre parce qu'au sprint des 4, c'est peut-être le plus rapide. Il faut se méfier de Rui Faria da Costa. Hein. Il n'a pas bougé une chaussure. On s'entend pas. On ne s'entend pas du tout. Et ça peut faire l'affaire évidemment des coureurs comme Philippe Gilbert, comme Scarponi, comme Iglinski qui peuvent revenir. Même Arthur Vichot peut encore rentrer. 30 secondes, ça n'est rien. Si on temporise, on peut rentrer. Attention, c'est le virage en bas qui est difficile. Hein. C'est là tout à l'heure qu'en début d'après-midi, Warren Barguil a été contraint à l'abandon. C'est là que tout à l'heure est tombé Vincenzo Nibali. Rodriguez, Valverde, 2 Espagnols, 50% de l'échappée, Visconti, Rui Faria da Costa. Et nouvelle attaque de Joaquim Rodriguez.
à la relance. Et Nibali, cette fois, qui intervient, il réfléchit pas. Il faut y aller de toute façon, immédiatement. Et c'est là où manque un coéquipier, peut-être un Pippo Pozzato qui n'a pas répondu présent, qui n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Nibali est un peu esselé. Et Rui Costa, il est toujours à la même place. Il est dans un fauteuil. Il n'a pas mis un coup de pédale. Quand on lui a demandé, il a dit non. Je ne passe pas, je ne prends pas de relais. Il est resté dans la route Valverde. Et il est toujours dans la route Valverde. C'est tendu, c'est tendu. Attention de ne pas aller à la faute. La chaussée est encore glissante. Et il descend bien, Rodriguez, aujourd'hui. Regardez, il a fait le trou de nouveau, Rodriguez. C'est surtout Nibali qui est un peu sur les freins. C'est surtout Nibali qui, inhabituellement, et je pense que sa chute en est pour beaucoup, qui n'a pas cette aisance qu'on lui connaît. Et un petit trou à 2 km de l'arrivée encore. Un virage à gauche, un virage à droite. Et après, ce sera 1 km 800, bien long de ligne droite pour Joaquim Rodriguez qui a de nouveau fait le trou grâce à sa façon de descendre aujourd'hui, grâce à sa façon de prendre les virages, de bien couper à la corde comme ici. Ah, il a eu le temps de repérer le final, et là maintenant ça va être long pour lui. Il est en train de reprendre du temps. Il prend tous les risques, Joaquim Rodriguez. Regardez, et le problème évidemment pour Nibali, c'est qu'il est bien plus sur les freins que Joaquim Rodriguez qui a des trajectoires parfaites. Dans son dernier virage, il va se présenter dans la dernière ligne droite. Soit Joaquim Rodriguez est champion du monde, soit il a vraiment fait le travail pour Alejandro Valverde. Valverde qui s'est mis en dernière position. Et Rui Faria d'Acosta a bougé le petit doigt. Bah oui, Faria d'Acosta. Alors les deux là, ils vont se regarder, Nibali et Valverde. Costa à droite de la route. Et c'est dangereux pour Valverde. On ne peut pas laisser partir aussi Rui Faria d'Acosta. Imaginez un moment plus le coureur portugais vient coiffer Rodriguez sur la ligne. Il peut s'en mordre les doigts. Hein. La dernière ligne droite, mais on n'est pas encore sous la flamme rouge. C'est bon, ça va être bon, je pense. C'est long, attention, c'est long. Regardez comment revient Rui Alberto Faria d'Acosta, le Portugais. Le Portugal n'a jamais été champion du monde, mesdames et messieurs. Et Rodriguez qui coince un petit peu dans cette longue ligne droite. L'écart a du mal à bouger, mais c'est vrai que l'avantage pour Rui Faria d'Acosta, c'est fini pour Nibali et Valverde. Regardez, Nibali Valverde, enterrement de première classe. C'est où Rodriguez, un Espagnol, ou d'Acosta, un Portugais, le titre de champion 2013. Soit pour Joaquim Rodriguez, soit pour Rui Alberto Costa. Ah, d'Acosta revient. D'Acosta revient, Rui Faria d'Acosta revient. Eh ben c'est loupé pour l'Espagne. Hein. C'est pas fait encore, mais ce serait historique. Ce serait historique. Moi, je donne un avantage au sprint Rui Faria d'Acosta. Regardez, Rui Faria d'Acosta lui dit vas-y, amène-moi à 200 mètres, après on verra. Parce que là, le Portugais, il n'est pas du tout l'âme espagnole, hein, je vous le dis. Hein. Et là, Thierry, vraiment, Valverde a fait une grave faute. Il ne pouvait pas laisser partir Rui Faria d'Acosta avec un coureur comme Joaquim Rodriguez qui n'a pas une pointe de vitesse exceptionnelle. A priori, Rui Faria d'Acosta a fait beaucoup moins d'efforts que Joaquim Rodriguez. Il a été le plus malin. Il est plus explosif. Il va être le champion du monde. Il a été le plus malin. C'est un moment historique ici à Florence en Italie. Pour la première fois peut-être, Rodriguez qui s'accroche pour la première fois peut-être. D'Acosta. Pour la première fois, un Portugais est champion du monde. Pour la première fois, un Portugais est champion du monde. Rui Alberto Faria d'Acosta, époustouflant sur le Tour de France déjà, une des grandes révélations de l'année. Eh bien, Rui Alberto Faria d'Acosta, en grand patron, intelligemment, est le premier Portugais à devenir champion du monde devant deux Espagnols, Joaquim Rodriguez, Alejandro Valverde.